qui sont rentrés dans leur pays, et donc il y a des Togolais qui sont rentrés, ils étaient 700. Voilà le chiffre que les archives précisent. Ça, c'est un élément que vous nous donnez des archives. Ils étaient 700 et ils ont voulu être intégrés dans l'armée togolaise. Et le président estimait que le pays il y avait déjà une embryon d'armée. Et dans cette armée-là, vous retrouvez les Dadjo, les Kléber, vous voulez dire. Oui, Kléber Dadjo, les Assila, les Congo, tout ça, eux, ils étaient déjà dans l'armée. Les autres n'étaient pas dans l'armée. Les autres, ils étaient des démobilisés. Ils cherchaient à rentrer dans l'armée. Et donc, mais ils avaient des connexions avec ceux qui étaient déjà dans l'armée. Ouais, ils se parlaient, ils étaient ensemble. Et donc, Sylvanus estimait que, pour le budget du pays, ça n'était quand même trop, que ces gens pouvaient se reconvertir à autre chose. Parce que le budget déjà de l'embryon de l'armée, c'était 11%. Et si on ajoutait les 700 personnes, on passait à 25%. Et donc, c'était un peu compliqué. Et bon, il a été dit que Sylvanus avait un mépris pour certains Togolais de certaines régions. C'est ce qui a été dit. Il y a cette traçabilité dans les archives. Ça a été rapporté. D'accord. Et donc, ces gens qui étaient dehors se sont dit, il faut trouver un moyen de renverser le régime. Et il y a eu plusieurs circonstances. Voyez-vous, et donc, il y a Emmanuel Bodiolé, par exemple, qui ne cachait pas sa colère chaque fois qu'il allait à l'ambassade et tout. Il y avait d'autres qui étaient dans l'armée aussi, qui ne portaient pas Sylvanus véritablement dans leur cœur, qui étaient des militaires, comme Kofi Congo, ça a été écrit dans les archives. Et il y a le rôle de Meurtrier, qui a été aussi bien spécifié dans les archives. Meurtrier, il faut le rappeler, c'était lui le patron de la gendarmerie à l'époque. Et voilà. Et il y a les ambassadeurs, leur rôle aussi, surtout les États-Unis. Il y a un flou total sur le rôle des Américains dans les archives, ça a été aussi dit. Et là, c'est pour ça qu'il faut déclassifier les archives du côté des États-Unis. Parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas si Sylvanus a été assassiné en dehors de l'ambassade ou à l'intérieur de l'ambassade. Mais les archives portent à croire que c'est à l'intérieur de l'ambassade. Et ça, c'est très grave, parce que ça viole la convention. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il allait escalader le mur. Il était dans l'ambassade déjà. Okay. Il était la nuit là-bas, parce que c'est la maison mitoyenne à sa maison. Il était dans l'ambassade, il s'était caché là-bas. Et puis après, la version qu'on a donnée, c'est qu'au lendemain très tôt, il est sorti. On l'a sorti, et puis il y a eu une altercation dans la rue, et puis on a tiré sur lui. Mais dans les archives, tu peux à croire que c'est à l'intérieur de l'ambassade. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'il y a une convention qui protège les ambassades. Voyez-vous, la convention de Vienne. Oui. Et donc, lorsque ils ont décidé de passer à l'acte, et ce qui est curieux, tous les Français qui étaient à Lomé à l'époque, en tout cas les grandes personnalités françaises, ont quitté Lomé. Ils étaient tous à Kpémé, vous savez, c'était la CTNB, tout ça. Ils étaient là-bas. Comme si ils voulaient s'éloigner de la capitale avant que les gens ne posent l'acte. Ça a été dit dans les archives aussi. Ça a été clair dans les archives. Et il y a le rôle de certaines personnes aussi, y compris des gens qui étaient dans le gouvernement de Sylvanus, qu'il faudra clarifier. Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées dans les archives. Et ça aussi, ça permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique. Parce que rappelez-vous que les nationalistes, ça c'est toute une autre histoire. Oui, il y en a beaucoup qui ont été toujours avec Eyadema. Et pourquoi? Voyez-vous? Et donc, les archives nous renseignent beaucoup sur le comportement de certains et le rôle de certains individus. Donc, ce qui est clair, c'est que dans le comité insurrectionnel, tel que les archives l'ont décrit, lorsque Sylvanus a été tué, il y avait Kléber Dadjo, qui était le président du comité. Il y avait Emmanuel Bodiolé, qui représentait l'armée dans le comité. Il y avait le lieutenant Assila, qui était aussi dedans. Assila, je rappelle au passage que c'est lui qui apprenait à Sylvanus à manier le pistolet. Un chef d'État qui, en fonction, devait quand même aussi
savoir comment manipuler une arme. Oui. Il y a des photos là-dessus où on voyait Assila apprendre à Sylvanus comment on tire un pistolet. Et donc, il y a le lieutenant... C'est dans les archives aussi? Non. Il y a des photos, mais pas dans ce que j'ai consulté. D'accord. Il y a le lieutenant Alidou, qui était dans le comité insurrectionnel. Il y a comment vous appelez ça, MDL, c'est ça, maréchal de logis, Oui, si. un certain Haïté, qui était aussi de la gendarmerie. Il y a le lieutenant Kofi Congo, qui était le secrétaire, et c'était le plus instruit du groupe, parce que lui, il était à l'époque déjà Saint-Cyrien. Et il y a beaucoup de choses le concernant dans les archives, son rôle. Il y a Shango, Janvier, et puis à la fin, il y a Étienne et Edima. Alors, voilà les membres qui comportaient le comité insurrectionnel. Et la personne qui beaucoup plus nous intéresse ici, c'est la dernière personne, oui. Étienne et Edima. Et comment ça a été écrit? Étienne et Edima. Voilà. Et comment ça a été écrit? C'est un élément nouveau dans les archives. Semble-t-il que c'est sous ce nom qu'il a participé aux campagnes en Indonésie et en Algérie. Et comment se fait-il qu'après, le patronyme a évolué? Ça, c'est une analyse qu'il faut faire. Il faut que des gens essayent de creuser comment est-ce que le patronyme de ce personnage, à un moment donné, a évolué pour devenir ce qu'il est devenu avant de n'être plus aujourd'hui avec nous. Et donc, ça, c'est des informations qu'on retrouve dans les archives. Et puis, il y a le rôle de quelques personnes, des individus qui étaient dans le complot. Et il faut aussi voir la réaction du Ghana, parce que c'est aussi dans les archives. Sylvanus entretenait des relations assez conflictuelles avec Nkrumah, qui avait déjà hébergé certains opposants togolais qui étaient là-bas, des opposants à Sylvanus, dont Beachi. Et le Ghana... la réaction du Bénin aussi, avec le président Hubert Maga, le Bénin qui voulait intervenir ici militairement et le Ghana qui s'opposait. Et donc, il faut voir ce qui s'est réellement passé. Et donc, les problèmes entre le Togo et le Ghana à la frontière ne datent pas d'aujourd'hui. Ça vient de très, 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 très loin. Et on sait que Nkrumah était venu à Lomé ici dans les années, je crois, 62, invité par Sylvanus pour essayer de régler un certain nombre de différends. Et bon, voilà. Donc, l'Allemagne a... Dans les archives, il a été dit que l'Allemagne soupçonne la France d'être véritablement impliquée dans cette affaire, au point que l'Allemagne a voulu arrêter les travaux de la construction du port autonome de Lomé. C'est dit dans les archives, parce que c'est Sylvanus qui a négocié ce truc avec les Allemands pour construire le port. Et c'était aussi un point de différence avec les Français, la construction du port de Lomé. Et donc les Allemands ont pris ça comme un coup dur. Ils ont voulu arrêter la construction du port de Lomé et même enlever la première pierre pour la ramener en Allemagne. Ça a été dit dans les archives. Il y a certains pays qui ont refusé de participer au deuil, parce qu'il y a eu un deuil qui a été déclenché. Il y a le joint du corps diplomatique qui a demandé que toutes les ambassades mettent leur drapeau en berne et qu'ils aillent assister aux funérailles, puisqu'on a fait les funérailles rapidement à Goué, je pense que le mardi, puisque le corps a été remis à Monseigneur Gbigbi. Monseigneur Gbigbi, vous avez entendu parler de lui. Et donc, après, il y a eu une préparation pour aller inhumer le corps. Puisqu'il a été assassiné le dimanche matin, et puis le mardi ils ont enterré. Et donc, il y a certaines ambassades. Vous savez que Sylvanus était quelqu'un qui était dans le bloc carrément libéral, donc il était anticommuniste. Donc la Russie, l'URSS à l'époque, a refusé de mettre en berne ses drapeaux et il ne s'est pas associé aux obsèques. C'est aussi dit dans les archives. On peut comprendre facilement. Oui, bien sûr. Il y a la République arabe unie, parce que ça a été écrit RAU, je pense que c'est ça, qui aussi a refusé de s'y associer. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait des gens dans le gouvernement de Sylvanus qui avaient des connexions qui avaient des connexions marxistes et qui étaient proches de la Russie, tout en étant de l'URSS, excusez-moi, de l'URSS, tout en étant dans le gouvernement de Sylvanus. Il y avait Trenou, il y avait Poutra et puis il y avait Mali. Leur rôle aussi est tellement ambigu dans les archives. Donc voilà les éléments que je peux lâcher pour le moment. Je ne suis pas autorisé à aller plus loin, mais
c'est des documents assez intéressants pour des journalistes qui font de l'investigation comme nous et comme pour les historiens. Et on espère que d'autres aspects seront aussi élucidés. Vous savez, depuis quelques jours, on s'est interrogé même donc sur même l'histoire du Togo. Connaissons-nous vraiment l'histoire du Togo? Vous vous rappelez de ce qu'on nous racontait quand on était petit? Ditri a fondé la ville de Lomé. Puis après, quand on a grandi, on se moquait. Mais Ditri, il est où? Et il n'y a aucune famille Ditri qu'on connaît vraiment véritablement au Togo. Bon, c'est un autre débat sur lequel on pourra revenir. Je pense que... l'histoire du Togo, est-ce que nous la connaissons? La vraie? Oui, je pense qu'il faut... Vous savez, je disais ce matin sur votre antenne qu'on a pu faire un peu la lumière sur le cas Lumumba. Oui, si. On est en train de faire la lumière sur le cas Sankara, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de témoignages sur le cas Sankara. Et le cas Sylvanus est resté un mystère. Il faut clarifier tout ça. C'est pour la mémoire collective. C'est pas pour venger quelqu'un ou quoi, mais c'est pour la mémoire collective. Et quand il s'agit des pays occidentaux, ils le font pour le pays. Jusqu'à ce jour, on continue de déclassifier les documents liés à l'assassinat de Kennedy. Oui. Donc, c'est pour la mémoire. C'est un travail de mémoire. On en a besoin et pour reconstituer notre histoire, penser les plaies et puis aller de l'avant. Parce que de toutes les façons, les acteurs ne sont plus là aujourd'hui. C'est ceux qui sont mêlés à cette histoire ne sont plus là aujourd'hui. Mais ça nous permet aussi de comprendre la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Parce que 60 ans, on n'est pas loin. Hein, et on a les mêmes blocs qui sont toujours là. Oui. Et quand vous lisez les archives, vous avez facilement une compréhension du comportement de certains individus qui sont sur la scène politique. Leur positionnement, de temps à autre. Ce n'est pas un effet de hasard. Tout ça a un lien avec l'histoire. Donc, toute analyse politique comprend facilement que telle famille, avec tel positionnement à l'indépendance, a glissé vers ceci à l'indépendance, et aujourd'hui à l'indépendance. Et donc, les positionnements ne doivent pas étonner les gens. Voyez-vous. Bon, pour quelqu'un qui a lu ces documents-là comme vous, vous comprendrez, vous comprenez parfaitement comment cela a évolué. Il faut clarifier tout ça pour la postérité. Il y a un auditeur qui nous dit, depuis 60 ans, nous attendons la clarification de la mort de notre premier président, l'ambassadeur des États-Unis au Togo. En ce moment, doit savoir celui qui a tué Olympio. S'il est encore en vie, il faudra qu'il parle pour libérer sa conscience. Le Togo a perdu un grand homme d'État. Sylvanus a négligé un peu trop sa sécurité. Est-ce que vous avez lu un sujet là-dessus? La sécurité même de Sylvanus Olympio. Je pense que... il ne voulait pas trop l'armer. Sylvanus... comme tous les pères de l'indépendance, c'est pas des gens qui pensaient que du jour au lendemain, on allait les tuer. Donc, c'est des gens qui, de par leur stature emblématique, ne pouvaient pas imaginer que, bon, un jour, quelque chose comme ça pouvait leur arriver. Et donc, malgré le fait qu'ils ont eu des éléments, ils ont été informés qu'il y avait des trucs que les gens complotaient et tout, ils se sont dit, bon, qui pourrait attenter à ma vie. Oui, puisqu'avant, on a arrêté certains. Oui, on avait arrêté certains. Oui. Et puis, le président Hubert Maga avait mis la puce à l'oreille de Sylvanus parce que les démobilisés de la guerre d'Algérie d'Indochine avaient des collègues au Bénin. Oui. Donc, les gens faisaient la ronde, ils allaient au Bénin, ils revenaient, donc ils faisaient le complot. Donc, les gens qui étaient au Bénin avaient soufflé à leurs amis là-bas que quelque chose se préparait au Togo. Donc, le président Hubert Maga avait informé Sylvanus qui a balayé du revers de la main, bon, se disant peut-être qu'il ne pouvait jamais croire qu'on pouvait attenter à sa vie. Donc, sur le plan de la négligence de sa sécurité, c'est vrai. Mais il faut savoir que Sylvanus, il était un président avec ses forces et ses faiblesses. Parce que déjà à l'époque aussi, il y avait des problèmes internes. Oui, bien sûr. Avec la Juvanto et les Anani Santos qui étaient en prison. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les archives, la position des juventistes a été clarifiée dans les archives. Donc, vous voyez bien que certains étaient de mèche. Donc, et tout ça...
on dirait peut-être qu'il a été naïf. Et puis, le fait qu'il y avait des problèmes internes, ont joué aussi contre lui. Alors, il y a un auditeur qui dit: j'aimerais savoir pourquoi notre État ne fait aucune action juste pour la mémoire de Sylvanus à chaque 31 janvier, depuis qu'on ne fait plus défiler. Il nous semble qu'on avait même promis à certains qu'on allait exhumer le corps de l'autre côté pour l'amener, pour qu'il se repose sur le sol togolais. Ils pourront pas faire. Ils pourront pas faire. Au Bénin. Ils pourront pas. Le régime actuel ne pourra pas aller plus loin que ça, parce que c'est le crime fondateur du régime. C'est comme vous demandez à quelqu'un de se faire harakiri. Si vous avez entendu ce matin le professeur Gouakou sur RFI, il a dit on ne peut pas faire la lumière tant que le régime actuel est là. Et en historien, il a raison. L'histoire s'écrit lorsque les acteurs, à un moment donné, ne sont plus véritablement là. Si on a pu faire la lumière au Congo, Kinshasa, c'est parce que les Mobutu, tous ces gens-là qui étaient trempés dans l'assassinat de Lumumba, les Kasavubu et tous ces gens-là, les Tshisekedi, le papa de Tshisekedi, ils ne sont plus véritablement là. Donc, avec les pressions et tout, finalement, la Belgique a lâché du lest. Au Burkina, pareil, c'est quand Blaise est tombé que le curseur a bougé sur le cas Sankara, où on a su véritablement ceux qui étaient vraiment impliqués.